Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Les clés d'une vie, celle de mon invité. Vos chansons ne cessent de traverser les générations. Vous continuez à toucher des cœurs qui les reprennent d'une seule voix. Votre longévité démontre que les technologies sans âme n'ont pas fait disparaître un romantisme dont nous avons plus que jamais besoin. Bonjour Frédéric François. Oui, bonjour Jacques. On se retrouve, vous étiez au début des clés d'une vie, le numéro 26, j'ai vérifié. Oui. Et aujourd'hui, vous êtes le numéro 1566. Jésus, 1566. Oui, donc on a fait du chemin avec Sud Radio et les clés d'une vie, bien sûr. mais vous aussi. Et le principe des clés d'une vie n'a pas changé, c'est évoquer votre parcours à travers des dates clés. Alors, bien sûr, il y a l'Olympia le 16 novembre, il y a un nouvel album qu'on va évoquer, mais il y a le passé. Et il y a une date que j'ai trouvée qui ne correspond pas vraiment à votre parcours, mais qui est importante. Le 14 mars 1960 est sortie cette chanson. La phase B d'un 45 tours de Dalida, où il y a T'aimer follement, qui a valu à Johnny d'avoir son disque cassé par Lucien Maurice parce qu'il avait fait la même chanson. Et je crois qu'O Sole Mio, c'est une chanson qui a marqué votre jeunesse. Ah oui, c'est une histoire émouvante. Je dis toujours que Dalida m'a suivi pendant toute ma carrière, dans la mesure où on habitait en face d'un charbonnage et le dimanche, la passe dominicale bien sûr, tous les enfants se mettaient d'accord pour avoir la télévision, tout simplement. Et mon père qui avait bu son petit verre de vin, qui avait bien mangé, qui était relax et tout, on disait, on veut la télévision. Et donc, on traversait la rue, il y avait un magasin d'électroménager, et on choisissait la télévision. Bien sûr, mes frères, mes sœurs, on disait, papa, celle-là, 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 celle-là. Et lui poussait la porte, mais la porte ne s'ouvrait pas, parce que nous étions dimanche. Oui. Et nous, on était tout petits, et il nous disait, ne soyez pas déçus les enfants, nous reviendrons dimanche prochain. Et on retournait le dimanche prochain, et bien sûr le même scénario, jusqu'au jour où on s'est dit, on va y aller en semaine. Oui. Et en semaine, bien sûr, la porte s'est ouverte, heureusement, et là on s'attendait à avoir une télé. On n'a pas eu de télé parce que on savait pas qu'il n'avait pas les moyens. Et il a acheté une radio avec un pick-up et il a acheté son disque à lui qui représentait sa Sicile, son soleil, Au Sole Mio de Dalida. Voilà, c'est une chanson que chantent tous les Siciliens. Et donc on est arrivé à la maison, cette radio, et le premier disque qui a tourné à la maison et qu'on regardait avec des grands yeux comme des extraterrestres, c'était Au Sole Mio de Dalida. Il se trouve qu'elle a été interprétée en 1901 par un certain Ferruccio Corradati et par Emilio de Gorgonza, avant d'être reprise par Tino Rossi, Dario Moreno, Gene Vincent et Bill Haley. Et Elvis Presley. Oui, parce que, en fait, ça part de Naples, à mon avis, et voilà, c'est la canzonetta. Avant, c'était l'opéra, et donc ils ont fait la canzonetta, et c'était des chanteurs d'opéra qui chantaient ces chansons-là. Et vous auriez dû partir en tournée avec Dalida s'il n'avait pas mis fin à ses jours. Il y avait une tournée qui était prévue, la dernière tournée de Dalida, oui, en 87. Exactement. Nous devions faire une tournée ensemble. Mon manager, son manager s'étaient mis d'accord. On devait, peu importe, elle voulait faire la première partie. J'ai dit sans problème, c'est rien, on fera. Une fois, c'est toi qui feras la première partie, une fois, ce sera moi. En tout cas, tous les deux, chanteurs populaires, on va faire un carton. D'accord? Et ce soir-là, elle a dit à Jacqueline, son habilleuse, tu ne me réveilles pas demain matin. Ça, c'est la vraie histoire. Et Jacqueline est venue dîner avec moi à Montmartre. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'elle n'avait rien prémédité, soi-disant, parce que je connais quelqu'un qui habitait juste en face de chez elle, qu'elle a vu le samedi matin, mais tout à fait normal. Il semblerait qu'il y ait une déception amoureuse qui ait entraîné le geste fatal. C'est ça. Un rendez-vous annulé avec un médecin qui était marié. Qui a été annulé. Voilà, c'est ça. Qui n'est pas venu, voilà. Mais Jacqueline, qui ne devait pas la réveiller, est venue manger avec moi. Oui. Et donc on a passé la soirée ensemble avec des amis. Et voilà, on a su la nouvelle le lendemain. Quand je dis qu'elle me suivait toute ma vie, c'est parce que le premier disque a été celui de Dalida. La première personne qui m'a donné ma chance en France, c'est son mari, Lucien Maurice, qui m'a tapé sur l'épaule et qui m'a dit, nous deux, mon petit, nous allons réussir. Et donc pour moi, Dalida,
que mon père adorait, me suivait un peu comme ça tout au long de ma carrière. Et puis il y a un autre lieu qui a compté dans votre vie. Je crois que vous avez fait vos débuts sur scène au Passage à Niveau, un café de tilleurs. Oui, c'est ça. C'est là que se retrouvaient tous les Siciliens, les immigrés. Ils travaillaient tous dans le charbonnage qui était à 50 mètres, saturé d'un grand mur. Moi, j'habitais en face du charbonnage. Et ce soir-là, ma mère qui avait préparé le dîner m'a dit va peu chercher papa parce que j'ai préparé le dîner. Et donc, j'ai contourné ce mur. Je suis allé au café du Passage à Niveau. Et là, quand j'ai ouvert la porte, waouh, mon père était tellement fier. Il a dit à tous ses copains, on arrête de parler, on arrête de jouer aux cartes. Mon fils va chanter pour vous une chanson. Et donc, il m'a mis sur une table et j'ai chanté a cappella, au Sole Mio. C'était mes premiers applaudissements. Et depuis ce jour-là, le virus, ça ne s'est jamais plus arrêté. Et vous avez un point commun avec Édith Piaf, que son père a obligé à chanter dans un café. Elle avait 8 ans. Elle est montée sur un tonneau et elle a chanté la Marseillaise. C'est vrai? Ça a été ses débuts sur scène. Ça, je ne savais pas, mais voilà. C'est exactement la même chose. Mon père qui, ouvrier mineur, qui a émigré avec sa guitare, avait une confiance, mais en moi, quand il a entendu ma voix, sûrement que j'avais 10 ans, 11 ans, 10 ans à ce moment-là, il a dit, lui, il faut que je l'aide, parce que lui, en fait, il reportait tout sur moi, parce que lui apportait des sérénades en Sicile, tu vois. Par exemple, si vous aviez une amoureuse au numéro, j'invente 13, ben vous disiez à mon père, voilà, dans cette rue-là, au numéro 13, tu vas apporter une sérénade. Mon père y allait avec sa guitare, un violon et une mandoline, et il chantait une chanson d'amour. Et vous assistiez à la sérénade. Et donc, à mon avis, vu qu'il était ouvrier mineur, il a voulu me rendre, reporter tout sur moi et que je devienne chanteur. Et il a tout fait. Il disait à ses copains, dans ce café-là, vous allez voir, mon fils un jour, ça deviendra une star. Tout le monde rigolait de lui, parce qu'on habitait en face du charbonnage. Comment faire pour conquérir Paris? Ça ne va pas comme ça. Vous habitiez, je crois, c'était une ancienne, un camp de prisonniers pendant la guerre. La mine où vous étiez, la première maison où vous avez habité en arrivant à Tilleur. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que la première maison, c'était dans le camp de la mine. C'était 6 maisons alignées, comme ça. C'était les prisonniers allemands qui travaillaient dans la mine. Et donc, quand après la guerre, quand ils ont demandé aux Siciliens, ceux qui voulaient venir travailler en Belgique, on nous a donné ces bâtiments-là. Donc, ces bâtiments-là étaient spécial, c'était 6 rangées, je me souviens, avec un point d'eau extérieur. Et le dernier, c'était un grand bloc, le dernier, où toutes les femmes allaient laver leur linge. Ça paraît d'une époque révolue, très ancienne, mais c'était comme ça à l'époque. Et je crois que vous avez déménagé, Frédéric François, quand le plafond s'est effondré. Oui, c'est exact. En fait, on avait promis à tous ces Siciliens, voilà, si vous venez travailler, il y avait des grandes affiches dans tous les Rcara, si vous allez travailler en Belgique et vous quittez la mine de soufre où vous travaillez actuellement, vous allez avoir des allocations, vous allez avoir des droits, vous aurez une maison, et tout ça, une maison qu'on n'a jamais eue en fait. On a eu le camp, on a habité dans le camp, puis on a eu la maison en face du charbonnage, et mon père se battait pour avoir une maison. Pourquoi? N'ayant pas la télévision, à mon avis, je fais un peu d'humour, mais la famille s'est très vite agrandie. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Oui. On a eu beaucoup d'enfants, et donc voilà, il y en a les filles à l'étage dormaient sur des lits superposés. Moi, je dormais dans la cuisine, un autre dormait dans la pièce d'à côté, et tout ça. Et il a fallu vraiment, c'était hyper dangereux, que le plafond s'écroule pendant que mon père était avec le petit frère, mon frère Nino, pour qu'on ait à, je sais pas où, sûrement dans ceux qui donnent les maisons pour dire voilà, on ne peut plus habiter là-bas, le plafond est tombé, donnez-nous une maison communale. Et donc on a eu une maison communale. Et puis il y a une chose extraordinaire, c'est que la première fois où vous avez vu votre père, vous avez 1 an et vous avez eu peur, vous êtes caché derrière votre mère, Frédéric François. C'est exact.
Ça, c'était quand je suis arrivé 1 an et demi. 1 an et demi, oui. La première fois. Même, ça devait être un peu plus tard, parce qu'à 1 an et demi, on est encore petit. Mais c'est vrai que j'ai le souvenir dans ma tête qu'on arrive avec un train de la Croix-Rouge, parce que les mineurs qui avaient travaillé 3 ans pouvaient faire venir leurs femmes avec leurs enfants. Il n'y avait que mon grand frère et moi. Et moi, quand j'ai entendu mon père qui criait « Nina, Nina » sur le quai de la gare. « Nina, Nina, Nina ». Je me dis, qui c'est ce mec qui appelle ma mère comme ça? Et donc je me suis caché derrière sa jupe, sa robe, et j'ai eu peur. Je me dis, mais qui c'est? Et puis finalement, ma mère m'a dit, mais c'est ton papa, c'est ton papa. Alors il m'a pris dans ses bras, et voilà. Et il est devenu mon idole. Vous avez été marqué par ses muscles, sa musculation. Oui, c'était un homme très, très mince, travaillait dur, donc il avait des muscles et tout, et il avait des yeux, en fait, comme s'il était maquillé. En fait, c'est parce qu'il travaillait dans le charbonnage. Des yeux de biche comme ça, et j'étais, je sais pas, en admiration devant lui, par sa force, par sa beauté, par ses yeux, son maquillage et tout ça. Mais je comprenais pas qu'il travaillait dans les mines de charbon et tout ça, bien sûr. Une autre mine, mais d'information, c'est celle qui m'a permis d'évoquer dans quelques instants une autre date, le 4 novembre 1984. A tout de suite sur Sud Radio avec Frédéric François. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, Frédéric François, mon invité. Nous parlerons tout à l'heure de l'Olympia, de Tous oublier un jour, votre nouvel album. Oui. On en revient à votre passé, on a évoqué votre arrivée en Belgique. Et il y a une date importante dans votre vie, le 4 novembre 1984 est né le Top 50. Ah oui. Le Top 50 qui a été inventé par Philippe Gildas, il y en avait assez de ne pas connaître les vraies ventes de disques, et ça vous a servi parce qu'on a vraiment vu à ce moment-là combien de disques vous vendiez en réalité. J'ai sauté de joie. Je vous jure, quand j'ai entendu le Top 50 va donner la vérité des chiffres vendus. Hein, oui. Parce que chacun faisait son hit parade. Oui, oui. Et donc, je me suis dit, mon Dieu, enfin, maintenant, ils vont pouvoir connaître la vérité. Ouais. Et voilà, je pense que c'est dans une émission de Drucker qui annonce, voilà, première semaine, on a inventé le Top 50. Première semaine, numéro 3, Frédéric François, avec Mon cœur te dit je t'aime. Voilà. Je dis, enfin, mon Dieu, merci pour cette information et pour la création du Top 50. Et quand on pense que votre premier 45 tours s'est vendu, a été tiré à 500 exemplaires, et diffusé dans les jukebox, grâce à votre père. Oui, parce que il m'a inscrit dans un concours de chant avec les Tigres Sauvages, et en fait, voilà, pour la première fois de ma vie, je gagnais un concours de chant. Et le concours de chant, celui qui gagnait avait la chance d'enregistrer un disque, de passer en première partie de Johnny Hallyday, de Michel Polnareff et encore un autre chanteur que Pascal Danel, pardon. Pascal Danel. Et donc, le hic, vraiment le grand hic pour nous, en tout cas, c'était que le fait de gagner un disque, mon père devait acheter les disques. Oui. Et donc, il a dû acheter les 500 disques, aller casser sa tirelire et acheter les 500 disques, c'était très dur pour lui. Oui. Et donc, il est parti... voilà, il avait des amis un peu partout dans la communauté. Il disait, voilà, mon fils a fait un disque. Donc, il en vendait un à un, puis à un autre et à un autre, pour essayer de récupérer ce qu'il avait mis comme mise. C'est normal. Et puis, il y a eu un autre disque qui est collector pour les fans de Frédéric François. C'est celui-ci. François Barra. C'est vous, ça. Ça, c'est le premier vrai disque. C'est de celui-là que je parlais, des 500 disques que j'ai gagnés et que j'ai enregistré 500... où mon père achetait les 500 disques. Voilà. En fait, voilà une voix. On peut reconnaître le style, l'émotion de Polnareff. Voilà, j'ai pas honte de le dire, vu que j'aimais beaucoup Polnareff. Ouais. Et comme je chante aussi en voix de tête, donc j'avais enregistré Petite fille. D'ailleurs, vous avez eu un privilège, c'est d'être reconduit chez vous par Polnareff dans une Rolls. Et c'est ce jour-là, justement... quand je gagne ce concours, où
le directeur du festival, je me souviens de son nom, je n'oublierai jamais, il s'appelait Raymond Manin, dit à Michel Polnareff, alors que je suis dans sa loge, il me fait une dédicace, il est avec son pantalon noir en côte, avec son parka, et qui me dit, voilà, vous rentrez sur Paris, vous passez par Tiller pour repartir sur Paris, est-ce que vous voulez bien reconduire le petit François ici présent? Et Michel Polnareff dit oui, pas de problème. Et me voici assis dans une Rolls, je vous dis bien, assis dans une Rolls. N'oubliez pas où on habitait, on n'avait pas de télé, pas de voiture, pas de vélo, rien du tout. Et me voici assis dans une Rolls. Et je me dis, est-ce que j'ai dit oui? Est-ce que j'ai dit non quand on me parlait, timide comme je suis? Je ne sais pas. En tout cas, cette Rolls s'est arrêtée près du Charbonnage et m'a déposé. Et donc, quand j'ai dit le lendemain à tous mes copains, et là, vous savez quoi? Michel Polnareff m'a raccompagné ici, chez moi. Ils m'ont dit, oui, d'accord, hein, t'exagères un peu. Je dis, non, regarde, j'ai une photo. Et ils ne me croyaient pas. Mais voilà, c'est un souvenir extraordinaire quand même. Et il y a une autre voiture qui a compté dans votre vie, Frédéric François, une voiture rouge qui un jour est arrivée devant chez vous avec un producteur qui voulait vous faire un disque. Constant Fourny. Oui, ça c'est quand j'ai vu un film de Ray Charles qui m'a fait pleurer, qui m'a ému plutôt, aux larmes. C'est un peu la même histoire que Ray Charles. Il y a une voiture rouge, moi c'était une voiture rouge, lui c'était une voiture américaine qui s'arrête devant chez lui et pour aller le convaincre de faire des disques. Et moi, c'est une voiture rouge qui s'amène dans le quartier où j'habitais, décapotable, sort un monsieur, vient trouver mon père et me dit, voilà, j'ai entendu parler de votre fils, je voudrais l'enregistrer. Et mon père, avec beaucoup d'humour, dit, vous savez, on a tellement de demandes. On n'avait aucune demande. On a tellement de demandes que... Allez, on reviendra vers vous dans une semaine ou deux. Et le mec, le présario, de dire, écoutez, je vous laisse le temps. Moi, j'ai envie de l'enregistrer. Si vous avez des réponses négatives, à ce moment-là, vous m'envoyez une cassette et moi, je prendrai la décision. Bien sûr, les lettres sont arrivées toutes négatives, oui. Bien sûr. Parce qu'il y a des gens qui avaient fermé, qui n'avaient pas le budget, ou ils avaient clôturé leur budget, ou que le style ne correspondait pas, peu importe la raison. Et donc, j'ai enregistré mes premiers disques avec cet impresario. Et vous êtes devenu Frédéric François à cause ou grâce à Chopin? Oui, et à cause de lui aussi, et parce que j'étais au conservatoire, et à un moment donné, il a été obligé de dire, mais comment vous appelez-vous finalement? Moi, tout simplement, j'ai dit, voilà, je m'appelle Francesco Baracato. Oui. Il se tient les cheveux et dit, Francesco Baracato, mais qui va retenir ce nom? Alors, comme nous étions dans les années 70, que notre rêve, c'était juste d'enregistrer, quoi, de chanter. On ne pensait à rien, on n'était pas des hommes d'affaires, on n'avait pas d'avocat, on n'avait rien du tout. On voulait juste chanter, faire un disque. C'était notre rêve, et le rêve de mon père. Et donc, ce monsieur me dit, quand je lui dis Francesco Baracato et que je vois que ça ne va pas, je dis, mais écoutez, je peux garder mon prénom François, et si vous voulez, je mets un double prénom, mais comme ça, un brûle pour point, Frédéric François. Comme j'étais au conservatoire et je connaissais Frédéric François Chopin, donc je dis voilà, Frédéric François. Il me dit parfait. Actuellement, c'est dans l'air du temps en France, les doubles prénoms. Ça marche. Ça marche, ça. Alors, il se trouve que les premiers disques n'ont pas forcément marché. D'ailleurs, aujourd'hui, je pense que les maisons de disques vous jetterez après un album en disant ça marche pas parce qu'il y a le bilan de fin d'année. Et la première chanson qui a vraiment décollé timidement mais fermement, c'est celle-ci. Le printemps dure toujours quand on est deux. Jean, la chanson du film Les belles années de Miss Brody, c'est la première chanson à laquelle Lucien Maurice est cru. Oui, c'est ça. Et donc, le producteur, pour rentrer dans
dans son budget pour récupérer sa mise, me faisait reprendre des chansons, je sais pas moi, hollandaises, italiennes, américaines, et ça c'est le titre d'un film, et c'est avec ça qu'on est allé voir Lucien Maurice. Et quand Lucien Maurice l'a écouté, comme je vous ai dit, moi j'étais là dans un coin, je laissais parler le manager. Il a quitté, il est venu vers moi, m'a tapé sur l'épaule, il a dit « Nous deux, on va réussir ». Et c'est la première fois que je passais sur les ondes françaises. Bien sûr. Et après, vous êtes passé sur les ondes belges, mais on vous a entendu dans le Pas-de-Calais. Et c'est comme ça qu'une chanson a eu un immense succès. Je n'ai jamais aimé comme je t'aime aujourd'hui. Car cette chanson, elle n'est pas sortie en France au départ, Frédéric François. Non. Et vous comprenez la différence? La différence, elle est toute simple. J'ai appelé mon copain, avec qui je faisais des chansons déjà depuis des années, mais sur un carnet que je garde précieusement, tu vois. Et j'ai dit à mon manager, à partir d'aujourd'hui, je ne veux plus reprendre des chansons américaines, je ne veux pas reprendre des chansons italiennes ou peu importe la nationalité hollandaise. Je veux faire des chansons à la napolitaine, des chansons d'amour qui touchent le cœur, que les gens s'approprient. Et c'est ça, quand vous écoutez les paroles, Je n'ai jamais aimé comme je t'aime, était la première chanson où j'ai décidé, le producteur, moi, à faire la musique, et mon copain Marino Atria à faire les paroles comme on avait l'habitude de faire, les vraies chansons d'amour qui touchent le cœur. Et c'est la première chanson que je fais et qui est 13 semaines numéro 1 dans un hit parade qui s'appelle Formugie, qui était un hit parade de très rock, tu vois, Beatles, Rolling Stones et tout ça. Et le mec de dire, encore et toujours, Frédéric François numéro 1, mais qu'est-ce que vous voulez? C'est le résultat des ventes. Et la France écoutait le nord le Pas-de-Calais, la Belgique, oui. Parce que c'était diffusé à partir de Mons, donc oui. Presque à la frontière. Et voilà que les Français traversent la frontière et viennent acheter ce disque. Ça a fait un tube, mais énorme, énorme. Et donc là, les Français, la maison mère de chez Vogue se réveille. Il dit, mais qui c'est ce garçon qui ne passe pas en radio et qui vend autant de disques? Mais moi, je veux le connaître. Et donc, je signe mon premier contrat chez Vogue. Ça a été la première reconnaissance officielle. Il y en a une autre qu'on va évoquer à travers la date du 7 mai 2014. À tout de suite sur Sud Radio avec Frédéric François. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Frédéric François. Nous parlons tout à l'heure de l'Olympia dans quelques jours, de Tous oublier un jour, sauf vos chansons, je préciserai, Frédéric François. On a évoqué vos débuts, les temps difficiles, le premier succès. Et puis, le 7 mai 2014, il y a un événement dans cette émission de télévision. C'est au programme, une émission avec Sophie Davant, et Marc Lévy parle de vous avec émotion. Il fait votre biographie. Marc Lévy, grand écrivain. Ah oui. Et ça a été un événement, parce qu'il a été numéro 1 des ventes avec C'était vrai, vendu à des millions d'exemplaires. Et oui. Dans l'émission, il dit, il y a quelqu'un que j'admire beaucoup, c'est Frédéric François. Oui, c'est la vérité. C'est tout un film. Il a retracé, en fait, en images, et il parlait, bien sûr, j'aime raconter des histoires. Là, je veux vous raconter l'histoire de Frédéric François. Et là, il retrace toute ma vie. Et à l'Olympia, bien sûr, on a diffusé ce film. Parce qu'à la fin, il disait maintenant, c'est à vous de chanter et vous faites rêver toutes les femmes, votre histoire. Voilà, il raconte mon histoire. Vous avez rencontré la femme de votre vie, qui est une Polonaise, qui vous a soutenu. En fait, toute ma vie est passée, et puis il me dit à la fin, maintenant c'est à vous de chanter. Et je viens chanter. Mais Marc Lévy l'a fait. C'était magnifique. Je l'ai remercié d'ailleurs, en lui écrivant un petit mot, parce que c'était quelque chose de vraiment terrible. Et vous étiez surpris quand vous l'avez appris? Ben oui. Attendez, à partir du moment où Marc Lévy, qui est un auteur reconnu mondialement, se met à raconter ma vie et à dire aux gens, là, vous savez qui c'est ce petit garçon-là, d'où il vient, regardez ce qu'il a fait, voici son parcours, c'est extraordinaire. Et il vit à Londres, mais il est venu vous voir un jour sur scène ou pas encore?
Je ne sais pas, je crois que vous dites à Londres, on m'a dit en Amérique, mais il est sûrement un peu partout dans le monde. Aujourd'hui. Voilà, aujourd'hui à Londres. Donc un peu partout dans le monde. Mais non, je lui ai déjà écrit 2 fois, mais je ne l'ai jamais rencontré. Le message est passé. Il faudrait qu'un jour vous vous rencontriez. Alors, votre carrière, il y a eu des hauts, il y a eu des bas, et il y a ce que j'appelle la chanson miracle. Mon cœur te dit je t'aime, il ne sait dire que ça. Je ne veux pas te perdre, j'ai trop besoin de Cette toi. chanson italienne est née au Luxembourg, je crois, dans un magasin de disques. Oui, en fait, le disco avait balayé tous les chanteurs des années 70. Voilà, ça c'est quelque chose que je ne savais pas, qu'il y avait des modes et qui pouvaient balayer une génération. C'est arrivé avec les yéyés les années 50. Oui, mais moi, voilà... je pensais qu'on était chanteur à vie quand on avait fait des succès, qu'on avait vendu des millions de disques. Ça ne pouvait pas s'arrêter. Mais ça peut s'arrêter. Ça peut s'arrêter parce que une mode peut en remplacer une autre. Et on n'est pas, comment je veux dire, on n'est pas décisionnaire. Ce sont les médias qui disent, voilà, c'est ça maintenant, on ne passe plus que ça, parce que c'est la mode. Et donc, voilà, comme tout le monde... Mike Brand, enfin non, Eric Chardin-Stone, il y en avait plein. On a été tous balayés. Et en fait, moi, je suis revenu grâce à une fille du Luxembourg. Je me retrouve au Luxembourg. La nostalgie, après que je suis rentré d'Amérique, ça c'est une autre histoire, je regardais cet étalage. Je regardais tous les disques avec beaucoup de nostalgie, vu qu'on m'avait balayé. Et la fille, qui avait été engagée pour l'été, sort vers moi. Elle me dit, je suis une fan de tout ce que vous chantez, vraiment. Mais je vous conseille juste une chose, achetez ce disque et vous verrez qu'avec ce disque, vous allez faire un carton, parce qu'il fait déjà un carton en Allemagne. Et donc, moi, je rentre, j'écoute un disque, je ne comprends rien du tout, mais... avec le style que j'ai et ma façon de penser, je dis, écoute Fredo, on l'a engagé pour l'été, fais-lui plaisir, achète-lui ce disque, parce qu'elle est sûrement rémunérée selon les disques qu'elle vend. Et j'ai acheté ce disque. Je suis revenu à la maison, je l'ai écouté plusieurs fois, jusqu'au frisson. Quand j'ai eu le frisson, je me suis dit, ça, c'est un tube. Et donc, je l'ai enregistré, et... la chanson est devenue un tube. Nous étions en 81 et Mitterrand avait avait donné la possibilité aux radios de faire des radios libres. Et donc les gens avaient droit à demander aux radios libres quel chanteur ils voulaient. Et ils m'ont choisi. Et Adieu sa mort est devenu un tube énorme. Et après, j'ai compris que les temps avaient changé et qu'on n'employait plus les violons et la rythmique comme avant. On était passé à des sons, aux synthétiseurs, aux boîtes à rythme et tout. Et donc, j'ai commencé à composer sans me dénaturer. J'ai seulement mis un nouveau costume à mes chansons. Et donc, j'ai écrit On s'embrasse, on oublie tout. Et j'ai écrit, bien sûr, Mon cœur te dit je t'aime. Bien sûr. Et il se trouve qu'en plus, quand vous avez décidé d'enregistrer cette chanson, les producteurs allemands ne voulaient pas vous donner les droits et la maison de disques n'y croyait pas trop. C'est-à-dire que moi, avec ma sensibilité, quand j'ai amené le disque, j'attendais du directeur qu'il me dise « C'est magnifique ce que vous venez de faire ». Et j'étais avec le manager, et le manager a dit « Alors, cette chanson, bah, oui, c'est pas mal ». Et là, je ne voulais plus la chanter. Je ne voulais plus la chanter. J'ai dit au manager, vite, on va refaire un nouveau disque. Il dit, non, on peut pas. Et ce disque a fait un malheur, mais un malheur comme je vous dis pas, vu qu'après ça, on a fait l'Olympia. Voilà. Et à l'Olympia, vous avez créé une chanson qui, dans la foulée, a été un succès. J'ai le cœur qui bouge, je parle avec les mains, et je vois tout rouge si tu parles à quelqu'un. Je t'aime à l'italienne, là aussi. Vous n'imaginiez pas, après un tel succès, en faire un second dans la foulée, Frédéric François? Non, mais
il y a un mystère que personne ne sait et personne ne comprendra jamais dans la vie. C'est le public qui décide, en fait. Voilà. Quand vous pensez, moi je connais les chiffres de Mon cœur te dit je t'aime et ceux de Je t'aime à l'italienne. Je t'aime à l'italienne était un disque à l'époque bien, mais moyen. Un moyen. Et voilà que tout d'un coup, il sort la tête de l'eau, il devient, par rapport au texte, c'est vraiment l'autobiographie du Sicilien, quoi. Vraiment, c'est la commedia dell'arte. Comment est le Sicilien? Eh ben, il est capable d'offrir à sa reine de cœur, je vais dire, les violons de la Scala, mais si elle parle à quelqu'un, il voit tout rouge, quoi. Bien sûr. Il ne supporte pas. Et je crois que cette chanson-là, les gens l'ont collée à mon identité, à ma peau, et le oh, oh, oh est devenu un gimmick terrible. Comme la petite histoire, je vais vous raconter un truc. Hier, j'étais dans un restaurant, le mec, il a voulu faire une photo avec moi. J'ai dit oui, sans problème, on fait la photo. Et devant tout le monde, il a commencé à chanter « Oh, je t'aime à l'italienne ». Voilà, c'est devenu un gimmick international dans la mémoire collective de tout le monde, quoi. Et maintenant, c'est la chanson qui... Quand vous dites « je t'aime à l'italienne », ben on dit directement Frédéric François. Exactement. Voilà, dans les années 70, on disait Chicago ou Laisse-moi vivre ma vie, Frédéric François. Et là, dans les années 80, elle est devenue la chanson. Et elle a passé toutes les générations. Et elle continue. Aujourd'hui, c'est comme si c'était une nouvelle chanson, d'après le rythme, d'après tout ça. Et donc, si vous écoutez cette chanson, on l'a habillée comme l'auraient habillé les gens qui faisaient de la musique de l'époque, avec des synthétiseurs, avec des boîtes à rythme, avec tout ça. Quand je disais que moi je travaille plus avec des violons et l'orchestre en direct, je travaille avec tout ça, on me disait mais c'est pas possible, ça n'existe pas. Oui, ça existe. Et l'Olympia, justement, c'était l'occasion pour votre père de venir à Paris et de venir vous applaudir. C'était la première fois. Donc j'ai fait l'Olympia en 84. Je dois tout à mon manager Moïse Benita qui est allé trouver les Cocatrix et qui leur a dit voilà, je m'occupe d'un artiste qui s'appelle Frédéric François. Nous allons ouvrir la billetterie pendant 2 jours. Et les 2 jours sont partis direct. Et alors les Cocatrix ont dit on va l'ouvrir une semaine alors. Et la semaine est partie direct. On va ouvrir 2 semaines. Et ils ont ouvert 1 mois. Et on a fait 1 mois d'Olympia. Et donc, le premier jour de l'Olympia, mon père et ma mère, qui avaient fait un voyage dans leur vie, l'Ercara, la Sicile, Belgique, ont fait un 2e voyage dans leur vie, le seul, qui était Liège à l'Olympia. Et ils étaient tous les 2 à l'Olympia. Ouais. J'imagine la fierté de votre père et de votre mère. Oui, j'ai les photos, mon père avec les yeux rougis, je n'oublie pas, vraiment. C'était un moment magique, c'est un moment qu'on n'oublie jamais. Cet ouvrier mineur qui avait dit au café du Passage à Niveau, un jour mon fils deviendra une grande star, et tout le monde rigolait de lui. Vous voyez ce que je veux dire? Quelle fierté. Et moi, dans toutes mes compositions, je voulais qu'il soit fier de moi. Tu vois? Et aujourd'hui, vous êtes aussi fier de quelqu'un d'autre qui a chanté un jour avec vous. I know I stand in line until you think you have the time to spend an evening with me. And if we go Victoria, votre fille en duo avec vous, Frédéric François, là aussi c'est un grand moment d'émotion. Oui, mais toutes mes chansons ont une histoire en fait. Comme ça, vous le savez. Victoria fête son 18e anniversaire. Et comme tous les papas, vous vous dites, ma chérie, qu'est-ce qui te ferait plaisir comme cadeau pour ton anniversaire, pour tes 18 ans? C'est important, 18 ans, dans la vie. Elle me dit, moi, ce que je veux pour mes 18 ans, c'est chanter avec toi à l'Olympia. Je dis, quoi? Chanter à l'Olympia? Et tu n'as pas le trac? C'est pas possible. Non seulement je veux chanter avec toi, mais je veux chanter en anglais. En anglais, je dis, mais c'est pas possible. En français. Non, qui dit en anglais. Et alors, comme Sinatra, toute la famille Sinatra vient du même village que moi. Oui. Comme le père, la grand-mère, le grand-père ont été baptisés dans la même église que moi. Ils viennent du même village. Et donc, j'ai choisi Something Stupid parce que Sinatra l'a chanté avec sa fille. Exactement. Et j'ai dit à Victoria, nous allons chanter Something Stupid. Et voilà la version.
C'est extraordinaire. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est qu'effectivement, Frank Sinatra est du même village. D'ailleurs, je crois qu'il y a des plaques dans vos maisons voisines aujourd'hui en disant Frank Sinatra a habité là et Frédéric François a habité ici. Oui, voilà. Et donc, nous avons des fans qui vont passer leurs vacances en Sicile. Ils passent par l'Ercara. Et voilà, ils se mettent devant, moi j'appelle la plaque honorifique. Hein. C'est mieux que commémoratif. Oui. Donc, ils se mettent devant la plaque et tout ça. Et ils font des photos. Ils peuvent aller faire des photos aussi devant la plaque de Sinatra, de Voice. Ici est né The Voice. Nous, c'est ici est né Francesco Barracato, dit Frédéric François, la fierté du village de l'Ercara, je t'aime à l'italienne. Et il y a quelqu'un d'autre, mais de beaucoup moins fréquentable, qui est né aussi dans ce village, c'est le maître de l'Empire du crime, c'est Lucky Luciano. Qu'est-ce que vous dites là? C'est vrai, non? Oui, mais... C'était un copain aussi de Sinatra? Mais oui, je sais, mais... On parlait de chansons d'amour, on parlait de choses magnifiques et tout. Et voilà qu'on ressort le troisième personnage de mon village. Qu'est-ce que je peux vous dire? Rien d'autre que en effet, Salvatore Lucania, de son nom, devenu Lucky Luciano, c'est lui qui a inventé la Cosa Nostra en Amérique. Voilà. C'était le parrain des parrains, et je pense que Sinatra lui doit tout. Voilà. Ça, c'est pour l'histoire. Pour l'histoire. Maintenant, on va reparler de votre histoire à travers la date du 16 novembre 2025. À tout de suite sur Sud Radio avec Frédéric François. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie. Mon invité Frédéric François, vous ne remettez pas de... Là, vous m'avez fait rigoler, vraiment. Alors, on va évoquer maintenant des choses joyeuses et positives. On revient à la chanson après avoir parlé d'autre chose. Le 16 novembre 2025, c'est dans quelques jours, votre 18e Olympia, ce que vous n'auriez jamais imaginé à vos débuts. Ben non, personne ne peut l'imaginer, quoi. La seule analyse qu'on puisse faire, c'est cette présence avec des tubes à chaque album. Ça, c'est un. Les chansons et les paroliers avec qui j'ai travaillé ont fait des chansons qui sont rentrées dans le cœur des gens, et dans la vie des gens, et dans la mémoire collective. Et que la grand-maman du départ a fait écouter les chansons à sa fille. Elle, c'est le refuge de tous les souvenirs, l'enfance. Elle a continué à les faire écouter à sa fille. Et sa fille, elle les a fait écouter à sa fille à nouveau. Elle s'est mariée. Et donc, les chansons se transmettent de génération en génération. Et c'est comme ça que nous sommes là, chaque année, à faire des spectacles dans toute la France, dans toute la Belgique, en Suisse, un peu partout. Et bien sûr, de faire les Olympias, parce que l'Olympia, c'est ma deuxième maison. Exactement. Hein? Il se trouve en plus que la première fois que vous êtes venu, vous avez eu effectivement 8 jours et puis 1 mois. Il se trouve qu'au départ, vous avez dû convaincre, enfin par votre impresario Jean-Michel Boris et Paul Cocatrix, de vous accepter. C'était pas évident de croire en Frédéric François à l'Olympia. C'était pas évident. Pourquoi? Parce qu'on avait vendu des millions de disques avec du temps de Mike Brandt et des chanteurs à minette et les beaux gosses, peu importe comment on les appelait, et que le disco avait balayé tout ça, comme si nous étions has-been d'une autre génération, et que ces chanteurs-là ne reviendraient jamais plus. Voilà, c'était ça. En fait, nous sommes revenus. Et oui, et vous êtes toujours là. Et il se trouve en plus qu'il y a un autre Belge très célèbre qui a été au départ refusé l'Olympia, et Jean-Michel Boris, qui était à l'époque le directeur assistant de Bruno Cocatrix, a dit « Allez, on essaye quand même ce garçon ». Cocatrix dit « Non, je n'y crois pas ». C'était Jacques Brel. C'est pas Jacques Brel? Si. Jacques Brel, mais bien sûr, le plus grand. Le plus grand. Et au départ, il a failli ne pas faire l'Olympia. Ah oui, le plus grand. Voilà, nous, on n'avait jamais fait l'Olympia, parce que il faut vous rendre compte que pour faire l'Olympia, il faut des contrats, parce que il y a des colonnes Maurice. L'Olympia exige des colonnes Maurice, c'est une publicité à faire. Et donc, je n'avais pas ça dans les contrats. Ça veut dire que de 70 à 84, je n'avais pas ce contrat. Mais quand je suis rentré chez Tréma, en 83, j'ai eu ce contrat. Et donc, enfin, j'ai pu faire l'Olympia. Alors, l'Olympia aura des classiques, mais aussi les chansons de ce nouvel album qui s'intitule « Tout s'oublie un jour ». Tu dis que tout va bien, mais je sais que ce n'est pas vrai. Je te connais trop bien, oui je sais que tu as pleuré. Tout s'oublie un jour, c'est
cacher et garder tes secrets. Mais au papa qui t'aime, tu ne peux rien cacher. Ça c'est bien. Tout s'oublie un jour, les chagrins d'amour, non rien de toujours. Voilà. C'est Tout s'oublie un jour. Pourquoi alors qu'on se souvient de vos chansons? Pourquoi Tout s'oublie un jour? Elles sont inoubliables, vos chansons? Oui, c'est deux sujets différents. Oui. Hein, deux sujets différents. Là, on parle d'un papa, que tous les papas raisonneraient comme moi, qui dit à sa fille, ok, tu as un petit chagrin, voilà ce qu'on va faire. Le temps est le maître de tout. Le temps fera passer ce chagrin. Si tu déprimes, on soignera ton corps et ton esprit, et tu verras que, en fin de compte, au bout du chemin, il y a toujours le bonheur qui t'attend. Voilà, ça, c'était le sujet de la chanson. Mais elle ne s'adresse pas seulement à ma fille. Ça s'adresse à tout le monde, parce que les chagrins d'amour et les déprimes de cœur vont arriver à 20 ans, à 30 ans, à 40 ans, à 50 ans. Moi, j'ai consolé un mec de 50 ans qui m'a dit oh, « Elle est partie, ma femme !» Je dis « Mais non, tu vas voir, reste comme ça. » Patience, elle reviendra. Si elle t'aime, elle reviendra. Et elle est revenue. Voilà. Et donc voilà. Et donc, et si elle ne revenait pas, eh ben, mon Dieu, la vie ne s'arrête pas pour autant. C'est ça que je voulais dire. Il se trouve justement que de ce côté-là, vous avez été plutôt bien servi. Et il y a une chanson très importante qui résume aussi votre vie et cet album, c'est Ma Reine de cœur. Que dans l'existence, elle est ma carte chance et mon bonheur. Je sais qu'au jeu de la vie, c'est elle qui me conduit tout en douceur. Elle vous a conduit, c'est Monique, votre femme, que vous avez rencontrée, je crois, à travers un muret quand vous étiez tout jeune. Oui, parce que j'allais au conservatoire et j'avais pris toutes les options. J'avais pris le chant, j'avais pris la musique, le cours de violon, cours de déclamation, cours de phonétique, cours de chant d'ensemble, tout ce qui existait pour, je sais pas, pour devenir chanteur peut-être, tu vois, ou devenir musicien, ou devenir, oui, musicien ou professeur par exemple. Vu que j'étais à l'école et je faisais des études en A3 qui menaient à devenir ingénieur. Mais quand je suis rentré dans les éperviers et tout ça, le virus de la chanson a été plus fort que tout. Et le lundi matin, comme on faisait des spectacles, je ne pouvais plus me remettre en ordre. Je me remettais plus ou moins en ordre, donc j'ai dû quitter et faire de la musique. Et donc, j'étais sur ce petit muret-là et je répétais des chansons avec Marino Atria qui était venu habiter en face de chez moi. Et c'est là, comme disait Paul Narev, petite fille de ma rue, la petite fille de ma rue, qui travaillait, une famille de 12 enfants, elle travaillait en usine. Ce jour-là, elle faisait le ménage, elle a quitté sa maison, c'était un jour de grand soleil, j'étais sur mon petit muret, elle est venue me trouver, elle m'a dit « Mais que faites-vous? Qu'est-ce que tu fais dans la vie ?» Je dis « Voilà, je fais des chansons, je suis au conservatoire, j'aimerais tellement faire un disque. » Elle me dit « Je peux écouter tes chansons ?» Et je lui ai fait écouter mes chansons. Elle m'a dit « Waouh, mais tu dois pas arrêter, tu dois continuer, tu dois t'y mettre, tu verras, tu réussiras quoi. » Donc c'était la première femme à croire avec mon père bien sûr, la première femme à croire en moi et à me donner cette envie de ne jamais m'arrêter. Et cette fille est devenue ma femme. Et elle l'est toujours aujourd'hui. Et votre premier baiser, il y a une mélodie qui rappelle ce baiser et elle est liée à Sinatra. I must have you, strangers in the night. C'est vrai que cette chanson aussi, il y a le oh de votre chanson et il y a le doobidou de Frank Sinatra qui a permis à Scooby-Doo, le personnage, de naître. Et c'est vrai que cette chanson est aussi importante pour vous et elle est encore liée à votre village et à Sinatra. Oui, je ne sortais pas.
parce que je n'avais pas les moyens, je bataillais un peu avec ma mère pour avoir un peu d'argent, et je comprenais que il faisait des efforts pour que je sois au conservatoire, et donc les copains sortaient au cinéma et tout ça, et elle m'a dit allez, il y a un petit dancing là où on habite, est-ce que tu peux venir avec moi? Et donc moi, j'ai bataillé avec ma mère, je dis maman, donne-moi cet argent, et j'ai eu juste de quoi payer l'entrée. Et donc elle m'avait invité, je suis allé avec elle, c'est elle qui m'a payé à boire, on a bu un coca, je sais pas, une eau pétillante, un truc comme ça, et elle m'a dit allez viens, on va danser. Comme je suis un peu timide, on a dansé, et le hasard a voulu qu'on a dansé sur la chanson de Frank Sinatra, et c'est là que le coup de foudre est arrivé, le premier baiser. C'est fou, hein. Alors, il faut savoir que Monique a été toujours très discrète dans votre vie, mais très importante parce que elle a tout organisé derrière vous pour que tout fonctionne et que vous pensiez à la chanson et que vous consacriez à la chanson, Frédéric François. Tout le temps. Tout le temps. Et encore aujourd'hui. Il ne faut pas que je tousse, par exemple. Oui. Elle va courir sans rien me dire à la pharmacie, aller acheter un truc. Et donc, elle est toujours... C'est comme si ma femme, c'est le pilier de la maison. Quand moi, je fais mes tournées et que les enfants étaient tout petits, c'est elle qui les conduisait à l'école, c'est elle qui les conduisait, je sais pas, à la danse, au conservatoire, peu importe où. C'est elle qui allait les rechercher à l'école. Elle était capitaine à bord. Et elle savait que moi, je faisais autre chose à côté. Et les retrouvailles, elles étaient extraordinaires. Et donc, ça s'est jamais arrêté. Et en fait, on a une complicité incroyable. Et on va me dire, mais oui, mais toutes ces années, ben oui, le respect, la communication, tous ces... Allez, on pourrait faire les 10 commandements de comment réussir une vie. Oui, elle a c'est 55 ans d'amour et d'humour, parce qu'elle a beaucoup d'humour. Elle vous l'a démontré un jour où vous avez évoqué votre grand-mère. Non, ça, c'est tout à fait elle. C'est tout à fait elle. Écoutez, je vais vous raconter une anecdote. Je faisais... et puis je reprendrai cette anecdote-là. La première anecdote, c'est que je fais une interview chez moi avec un journal très important parisien, et je lui dis voilà, je vais faire cette interview, tu m'attends dans la cuisine, tu peux regarder la télé, et quand j'ai fini, voilà, tu reviens. Eh bien, pendant l'interview, elle a ouvert la porte, elle a dit « Est-ce qu'il vous a dit qu'il était macho ?» C'est complètement fou, quoi. Tout le monde s'est mis à rigoler. Et alors là, la deuxième, je lui ai dit « Tu te rends compte, mon arrière-grand-mère, elle a vécu jusqu'à 106 ans. Imagine que j'ai les gènes de mon arrière-grand-mère et que je vive 106 ans. » Vous savez ce qu'elle m'a répondu ? Non. Tu vas pas me faire ça quand même. Oui, il vaut mieux éclater de rire. Alors, vous avez aussi la fidélité dans vos auteurs, car les équipes qui travaillent aujourd'hui, à commencer par Frédéric Zetoun, vous suivent depuis des années. C'est important aussi cette complicité, Frédéric. Oui, parce qu'on parle beaucoup ensemble. On sait ce qu'on a fait et on ne refait pas ce qu'on a fait. On avance tous les deux ensemble. Et donc, voilà, moi j'évolue musicalement en épousant l'air du temps. Là, on a écouté Ma Reine de cœur. Voilà, nous sommes dans des studios où c'est la NASA aujourd'hui. Tous des ordinateurs, des plugins, des synthétiseurs. Voilà, moi je dirige tout ça parce que j'ai ma petite mélodie et mes paroles dans ma tête. Et je me suis imaginé des gimmicks qu'on entend. Et là, naissent tout ce que j'avais imaginé. Ça renaît. S'il y a un son qu'il fait que je n'aime pas, je dis non, je le veux pas comme ça, je le veux comme ça. Et c'est comme ça qu'on réalise les nouvelles chansons. Et parmi ces nouvelles chansons, il y a Si je chante. Si je peux encore redonner l'envie au cœur. Ça, c'est Lionel Florence. Hein. Oui. Ça, c'est Lionel Florence. Il y a Frédéric Zetoun, Lionel Florence qui travaille avec vous. Si je chante, si vous chantez encore aujourd'hui, c'est pour le public, c'est pour l'amour du public et l'amour de votre métier, Frédéric François. Oui, si je chante, c'est pour leur donner de la joie, de l'espoir, du bonheur. Et tout ça, c'est tout bête. Et en même temps, lorsque vous entrez en scène, le public crie Fredo. Et je crois que le premier à vous avoir surnommé Fredo, c'est Christian Morin dans une émission de télévision. Oui, je l'ai revu dernièrement. Après des années et des années et des années, il faisait la même émission. Je l'ai pris dans mes bras et je lui ai dit, tu sais, parce que je pensais qu'il ne s'en souvenait plus.
Je dis, tu sais que tu es le premier à avoir fait une émission où tu m'as dit, et nous allons accueillir Fredo. Oh, je dis, c'est toi qui m'as appelé Fredo. Il dit, oui, je le sais. Alors, donc, il y a cet Olympia le 16 novembre, il y a une tournée ensuite, parce que vous n'allez pas vous arrêter oui, ça. Bien sûr. Il y a cet album, Tous oubliés un jour, et ensuite, l'avenir. Et l'avenir, Ouais. eh ben, elle est remplie de projets, on a l'avenir devant nous. Parce que vous ne vous arrêterez jamais. D'ailleurs, vous êtes le symbole de la jeunesse éternelle. Oui, mon cher Jacques, ça, je peux vous l'affirmer. Et ces projets me donnent tellement d'énergie en moi, tant que je ne change pas. Non, vous ne changez pas. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Tant que j'ai mes cheveux, que je garde la ligne et que ma femme m'aide à tout ça, et tant que j'ai cette passion de la composition et de donner du bonheur à tous ces millions de gens, et tant que je garde la voix, que je garde cette voix fluide, aiguë et tout ça, parce que normalement, l'être humain, la voix, elle peut vieillir. Oui. Mais moi, je l'entretiens. Je vous jure que je l'oblige à faire des vocalises, des respirations et tout, pour que les gens, en spectacle, retrouvent le Fredo, le Frédéric François, qu'ils ont connu. C'est normal. Il le retrouve à l'Olympia le 16 novembre, il le retrouve en tournée, et il le retrouve à travers ce nouvel album Tous oubliés un jour. Ne nous oubliez pas, revenez quand vous voulez dans Les Clés d'une vie, Frédéric Allez, François. d'accord. Merci. Merci, Jacques. Les Clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.